Donc, moi, je voulais travailler sur la notion de séparation entre les peuples, mais surtout entre les pays. J'ai fait tout un tas de recherches sur Internet parce que je voulais éviter de travailler sur des murs de séparation qui avaient déjà été largement couverts. Par exemple, bon, le mur israélo-palestinien, le mur Corée du Nord, Corée du Sud, ou encore celui qui sépare les États-Unis du Mexique, etc. Et donc, c'est en faisant des recherches sur Internet que je suis tombé sur une vidéo assez horrible où on voit un homme se faire battre par des hommes euh, entrés militaires, etc. J'ai fait de plus amples recherches autour de cet événement et je me suis rendu compte que c'est une vidéo qui avait été tournée par des soldats indiens, par un soldat indien avec son petit téléphone portable, alors que ses collègues tabassaient et torturaient un civil. Et c'est là, c'était le point de départ de nouvelles recherches autour de ce lieu qui est un des points de passage clandestin, illégal, entre l'Inde et le Bangladesh. D'où la découverte de ce mur, qui a été érigé par l'Inde, dont la construction a démarré en 1993. Construction qui est arrivée à son terme il y a quelques mois et qui fait 3200 km de long, ce qui en fait le mur de séparation physique le plus long du monde. Et malheureusement, les chiffres officiels, donc non contestés par les ministères de l'Intérieur indiens et bangladais, confirment que c'est également le mur sur lequel se déroule le plus d'exactions. C'est-à-dire qu'en termes de nombre de personnes tuées, cas de torture, de viol, d'exactions en tout genre, etc., c'est le mur le plus, entre guillemets, le plus sanglant du monde. Donc au-delà de sa longueur, il y a aussi cette dimension-là. Assez paradoxalement, il se fait que c'est le mur, sans doute l'un des murs les moins connus, quasiment méconnus. Puisque personne, enfin autour de moi en tout cas, lorsque j'en parlais à des collègues photographes, des collègues journalistes et même des rédacteurs en chef ou des directeurs photos au sein de tas de magazines belges et internationaux, personne n'avait jamais entendu parler de ce mur indo-bangladais. Et voilà, donc forcément, à titre de photographe, photojournaliste, ça m'a semblé être un sujet important à couvrir, une histoire à raconter. Maintenant, si personne ne la connaît, c'est parce que c'était vraisemblablement très difficile de se pencher sur la question et de se rendre sur le mur et de pouvoir y passer du temps. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas trouvé de soutien dans la presse pour réaliser ce reportage parce que les gens avaient très peu confiance dans ma capacité, pas dans la mienne, mais dans la capacité d'un journaliste ou d'un photographe à pouvoir vraiment travailler sur le sujet. Et donc heureusement, grâce à l'obtention de deux bourses, l'une en France et l'autre en Belgique, qui m'étaient octroyées par le Fonds pour le journalisme, ici à Bruxelles, j'ai pu pendant 2 ans faire des allers-retours sur le mur, enfin de part et d'autre du mur, parce qu'il fallait aller des deux côtés, pour photographier les conséquences sociales, économiques, environnementales, religieuses, qui du coup s'abattent sur les populations, mais surtout bangladaises, puisque ce sont les Bangladais qui essaient de passer. C'est le Bangladesh qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, qui fait face à de multiples problèmes, mais aux dimensions absolument dramatiques. Et donc les Bangladais perçoivent l'Inde comme la porte de sortie. Et donc les Bangladais ont des très bonnes raisons de vouloir passer la frontière et d'aller de l'autre côté. Et donc voilà, c'est ça l'histoire, c'est ce mur avec quelles conséquences. Alors vraiment, sur le terrain, la réalisation de ce travail a été rendue possible par vraiment le grand soutien de Odikar, qui est une ONG de défense des droits humains au Bangladesh, basée à Dhaka, donc dans la capitale. Et en fait, ils ont un réseau d'activistes qui sont des gens qui sillonnent... ils travaillent sur des tas de sujets, mais notamment sur le mur indo-bangladais. Et ces activistes sillonnent les régions frontalières toute l'année
et établissent des rapports sur les crimes et les exactions qui s'y déroulent. Donc c'est une ONG extrêmement impliquée, qui sont forcément très, très surveillés, mais ce réseau d'activistes est composé de gens qui connaissent très très bien le terrain, et c'est eux qui ont pu me faire pénétrer les zones interdites, c'est-à-dire la zone qui borde vraiment le mur de séparation, zone dans lesquelles il y a des tas de villages, dans lesquels j'ai pu rencontrer les victimes, les familles des victimes ou des victimes elles-mêmes. Donc ça, c'était absolument indispensable parce qu'il fallait que je puisse vraiment rencontrer les gens qui étaient directement confrontés à l'existence du mur et à la violence exercée par les troupes de surveillance frontalière indiennes, la Border Security Force, qui sont vraiment des hommes hyper violents dont la mission est très très répressive. Elle n'est pas préventive, elle est répressive. Donc voilà, cette ONG s'est montrée très, très impliquée parce qu'en fait, il y a pas mal de Bangladais, des journalistes et des photographes bangladais qui avaient tenté de réaliser des séries ou des histoires sur ce mur, mais voilà, étant basés sur place, avec toutes les menaces qui pèsent sur eux, etc., de la part des autorités bangladaises, qui n'ont pas du tout envie que l'on parle de ce mur. On n'est pas du tout dans une architecture israélo-palestinienne, pour faire simple, où il y a l'oppresseur et il y a le pays victime de la construction du mur. Enfin, le pays, c'est pas encore un pays, malheureusement. Ici, dans ce cas-ci, on a les deux autorités qui s'entendent sur la nécessité de couvrir et d'étouffer les crimes et les exactions qui sont commises sur la frontière. Parce qu'en fait, le Bangladesh n'a pas trop le choix. Le Bangladesh est complètement... d'abord, géographiquement, il est ceinturé. C'est comme une enclave. Il est ceinturé par l'Inde. Et c'est un pays, je dirais, c'est exagéré de dire qu'il serait sous perfusion indienne, mais il y a une forte dépendance, énorme. Donc le Bangladesh n'a pas trop le choix. N'a pas eu le choix, évidemment, quant à la construction du mur, et il lui est imposé par les autorités indiennes de couvrir et vraiment de faire son maximum que pour empêcher la venue de journalistes, etc. Donc voilà. Cette ONG bangladaise de défense de droits de l'homme, de droits humains, m'a soutenu parce que voilà, ils y ont vu eux aussi une opportunité peut-être que l'on parle de ce mur qui quand même est le plus long du monde et personne n'en connaît l'existence. Donc voilà, il y avait une opportunité et voilà, ensemble on y est arrivé. En tout cas, l'histoire existe, maintenant il faut qu'elle soit rapportée au public, mais ça c'est autre chose. Oui, alors là, de nouveau, c'est la présence de l'un des activistes, parce que tous les 3 jours, il fallait bouger. Quand je dis il fallait bouger, c'est mon guide interprète et moi, tous les 3 jours, on devait bouger parce que sinon on se faisait repérer par les autorités. Et, on s'est fait arrêter quelques fois, mais ça s'est arrêté à l'ordre de l'interrogatoire. Il s'agissait pas de se faire foutre dehors du pays, parce que si on se fait foutre dehors du pays, on n'y retourne plus. Et donc là, c'est tout le projet qui s'écroulait. Donc tous les 3 jours on bougeait et dans chaque région on était accompagné par l'un des activistes de cette ONG bangladaise. Et c'est la présence de cet activiste qui lui connaît la zone, connaît les gens, connaît les chefs de village, et il sait aussi comment s'adresser aux gens que pour leur expliquer quelle est l'intention du boulot, pourquoi je suis là, quelle est la manière dont je travaille sur ce sujet. Et c'est lui vraiment qui est un facilitateur énorme. Parce que si je débarque à titre de journaliste comme ça en solo, mais jamais de la vie, les gens vont accepter d'être photographiés parce que d'abord ils ne me connaissent pas, ils vont se méfier. Et puis surtout, moi il y a un moment où au bout de 3 jours, je quitte la zone et puis 15 jours plus tard, je reprends l'avion, je retourne chez moi. Mais eux, ils sont là, ils restent là. Et forcément, quand on est dans un village perdu comme ça entre 3 rizières où il y a à tout casser une quinzaine de familles qui y habitent, lorsqu'un occidental débarque et de surcroît avec des appareils photo, accompagné d'un guide interprète qui vient de la capitale, accompagné d'une tierce personne, l'activiste en question, ça
ça va susciter un certain remous. Donc forcément, les autorités vont en entendre parler, et la personne qui a accepté de me rencontrer, de témoigner et d'être photographiée, elle va se faire interroger. Et c'est là que la présence de l'activiste est indispensable. C'est que cette personne sait lui expliquer le comment, du pourquoi, lui dire que dire aux autorités si elles débarquent, etc., etc. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part des personnes à témoigner et à dire ce qui se passe et à raconter leur propre histoire, mais en général ne le font pas par peur des conséquences. Mais ici, étant donné qu'on allait dans des familles que connaissaient ces activistes, ben là, il y a eu un levier, il y a quelque chose qui était rendu possible. L'ONG Odicar, de défense des droits humains, elle est restée en contact avec l'ensemble des personnes que l'on a rencontrées ensemble, qui ont témoigné et que j'ai photographiées. Et aucune d'entre elles n'a finalement été inquiétée, même si effectivement le chef de village ou la personne même a été interrogée, mais comme ça, par les autorités pour savoir qui j'étais, ce que je faisais, etc. Par contre, il y a l'un des activistes qui, lui, a été inquiété, mais plus que ça, puisque en fait, il est journaliste à la base dans un quotidien bangladais, et le ministère de l'Intérieur a exigé de son rédacteur en chef qu'il soit suspendu. Et donc, il était suspendu pendant 3 mois. Ce qui est énorme, parce que voilà, c'est le seul salaire de la famille, il a des enfants, donc il s'est retrouvé dans une solution pas possible. Alors, voilà, moi je me suis mobilisé par rapport à ça. Mais donc, ça indique quand même assez clairement que les autorités ne sont pas du tout enclins à laisser venir des Occidentaux, des étrangers dans les zones interdites. C'est des zones informelles, hein, parce que finalement, cette zone interdite n'existe pas sur la carte, mais c'est que simplement, il y a une présence militaire énorme qui empêche toute pénétration dans cette zone, voilà, qui borde le mur. Et voilà, donc cet activiste a été suspendu pendant 3 mois, menacé, etc. Finalement, là, maintenant, il a retrouvé son boulot, mais c'était un peu, voilà, une petite tape sur le bout des doigts, quoi. Donc, je pense que lui, en l'occurrence, plus jamais il mettra les pieds dans la zone interdite parce qu'il a trop peu des conséquences. Il a bien raison. Bon, je vais me répéter, mais parce que c'est important. Bon, d'abord, il n'y a pas un seul organe de presse qui a cru en cette histoire, c'est-à-dire dans la capacité à pouvoir la réaliser, et certains même, je pense, dans l'existence même du mur, parce que les égos font que un rédacteur en chef peut facilement penser que s'il ne connaît pas l'existence du mur, c'est parce qu'il n'existe pas parce qu'il a ses limites. Donc, bon, bref, que ce soit pour des raisons financières, de confiance dans le projet, ou de confiance dans l'existence du mur et dans ma capacité à pouvoir le réaliser, il n'y a pas un organe de presse belge ou international qui a accepté de me financer pour le faire. Donc déjà là, il y avait une démission totale, quoi. Donc ça veut dire que moi, je trouve d'autres moyens de financement, je réalise la chose, et puis ensuite, je montre le boulot à la presse. Et là, eh bien, on aurait pu croire que parce que justement l'objet du mur, le fait qu'il n'ait jamais été couvert de cette manière-là, etc., qu'on révèle une histoire, on aurait pu croire, en tout cas avec l'agence à vue là, à Paris, on se disait bon, ça va marcher. Ben, ça marche, mais moyennement. C'est-à-dire que on rame entre guillemets pour vendre cette histoire. Quand je dis vendre, c'est-à-dire qu'on la place dans un magazine, puis on touche le droit d'auteur. Donc il y a un moment, on vend un sujet, comme on dit. Alors oui, il y a le magazine Géo qui va faire quelque chose d'important en septembre à l'occasion de la sortie du livre, mais dans d'autres pays, on n'a pas trouvé un seul magazine prêt à le diffuser. Mais pourquoi? Mais parce que le Bangladesh, tout le monde s'en fout. On a déjà longuement parlé des murs israélo-palestiniens et américano-mexicains, par exemple, et qu'ils considèrent que l'objet mur, voilà, on en a parlé. On ne va pas revenir sur tous les murs du monde. Celui-ci, il me semble, avoir des caractéristiques suffisamment inquiétantes que pour qu'on en parle. Puis il s'agit quand même de l'Inde, qui est une puissance émergente notable, qui construit un mur pour se séparer du pays le plus pauvre d'Asie,
Enfin bon, voilà. Moi, il me semble qu'il y a beaucoup de bonnes raisons, mais la presse n'est pas vraiment au rendez-vous. En Belgique, il y a le Standard, donc le journal néerlandophone, qui a un supplément du week-end, qui eux, ils ont fait une publication de je sais pas, 6 ou 8 pages, je me souviens plus, il y a 2-3 mois. Alors à l'étranger, il y a quelques pays, il y a des choses en ligne, et ça, c'est le grand problème, c'est que maintenant, voilà, il y a le New Yorker, qui est, bon, c'est très bien, c'est très célèbre et tout ce qu'on veut, mais eux, ils publient des choses en ligne. Alors ils mettent 20 photos sur le site internet, et c'est vrai, c'est consulté, mais c'est incroyable. Je vois les partages, alors on peut se dire que c'est parti sur la toile, et ça va sans doute toucher un public beaucoup plus important que le lectorat du New Yorker classique. Alors c'est très bien, mais c'est pas comme ça qu'un photographe peut gagner sa vie, parce qu'il paye des droits d'auteur proches du ridicule, et donc ben, le photographe, il peut pas vivre comme ça. Donc voilà, donc le relais presse, on peut pas dire qu'il soit absolument phénoménal. Euh, non, mais pour moi, c'était important qu'un livre existe, parce que finalement, bon, une publication magazine, même si c'est dans un mensuel, au bout d'un mois, on le retire des kiosques, et puis c'est oublié, quoi. Le livre, il reste. Bon, il a un temps de vie très court euh, dans les rayons, ça c'est comme ça. Mais en tout cas, il est accessible. On peut l'acheter même dans un an ou dans 2 ans, on peut le commander. Chez un libraire qui ne l'a plus en rayon, on peut le commander. Au moins, il existe. Et puis pour le photographe, enfin, dans mon cas, c'est quand même l'unique façon de pouvoir décliner le travail dans toute sa longueur, et sur une séquence suffisamment longue que pour pouvoir vraiment raconter l'histoire. C'est comme une exposition. C'est pour ça que c'est riche d'avoir une exposition. C'est pas non seulement pour montrer son travail, c'est surtout pour pouvoir prendre le temps. Moi, enfin, à mon échelle, je pense avoir pris le temps pour réaliser ce travail, mais dans une exposition comme celle du Botanique, on prend le temps et on a l'espace que pouvoir décliner, raconter toute l'histoire, un peu comme dans un livre. Donc pour moi, c'était indispensable. Et puis voilà, la collection Photopoche, elle a son prestige, ce qui est très bien. Elle est très bien diffusée, ça c'est quand même le nerf de la guerre. Et c'est des livres qui coûtent 13 euros. Et donc 13 euros, c'est accessible à tous, entre guillemets. Et voilà, ça c'est un autre atout qui fait que je suis très content que le livre, enfin que le Photopoche se fasse. Donc en fait, pendant ces voyages, les moments de prise de vue ne représentent, je pense, qu'un quinzième ou un vingtième du temps passé sur place, parce que chaque prise de vue était le fruit d'une longue préparation. Comment aller dans ce village, comment convaincre la personne, comment s'y rendre, etc., etc. Donc beaucoup de complications. Et ce qui fait que chaque moment de prise de vue, chaque rencontre était quelque part assez privilégié. Le sujet que l'on aborde en fait quand même apporte une certaine charge au moment partagé. Eux sont là pour parler de quelque chose qui affecte leur vie, ou même qui a traumatisé leur vie pour certains. Et moi, je suis là comme une éponge à vouloir tout entendre et à essayer de restituer ça, que ce soit dans un livre, une expo, un magazine. Et puis voilà, il se fait que j'ai travaillé pendant 2 ans sur le sujet, et chaque séjour était de plusieurs semaines. Donc j'avais le temps de les écouter, j'ai pris le temps pour faire les choses dans le calme. Il n'y avait pas de précipitation. Il y a eu des moments de précipitation parce que l'armée se pointait et qu'il fallait quitter le village d'Ardar. Mais ça, c'est arrivé 2-3 fois sur les séjours. Sinon, en général, j'avais le temps. Et donc, du coup, on peut s'installer, on peut se tâter, on peut aborder d'abord les choses de la vie, et puis en venir au cœur du sujet, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est une façon de travailler qui permet justement de ne pas glisser de ne pas déraper dans les facilités un peu trop coup de poing dans la figure, quoi. À partir du moment où on a pris le temps d'écouter les gens, on peut restituer ça dans un texte, dans une légende,
qui apporte toute la dimension à l'image, parce qu'en tant que telle, la photo, elle vaut pas grand-chose. Elle ne vit que parce qu'on a une mise en contexte. Mais c'est sûr que si on doit faire un portrait et écouter l'histoire de la personne en 3 minutes parce qu'on est pressé, quelle que soit la raison, ben, on obtient de moins bonnes choses que si on prend une demi-journée. Ben, et forcément, donc il y a un rapport au temps qui me semble important. Voilà. Oui, donc toutes les photos sont légendées, mais il y a des différents groupes d'images dont on travaille, et l'un des groupes est constitué d'une série de portraits de victimes ou de membres de la famille de victimes. Donc, en général, des gens qui ont été tués par la Border Security Force. Et donc là, il y a des légendes exhaustives. Et pour 3 d'entre elles, il y a même un texte qui est vraiment un témoignage quasiment à la première personne. Et voilà, je crois que c'était important qu'ils puissent eux aussi s'exprimer et qu'on leur donne ce temps de parole. Pas uniquement de la restitution qui passe par moi, mais qu'ils aient eux aussi un canal plus direct.